Un hôpital, c'est une multitude d'informations qui circulent entre les soignants, mais aussi avec les équipes administratives. Alors ça se passe autour d'un café, mais aussi via des outils, des applications, des logiciels, des messageries, mais aussi des équipements et appareillages. Alors c'est un défi relevé quotidiennement de faire en sorte que ces réseaux complexes atteignent leur objectif, la qualité de la prise en charge du patient. Alors comment accompagner la convergence de l'ensemble de ces dispositifs vers le socle du dossier patient informatisé? On en parle ensemble. Soyez les bienvenus sur le plateau de Hub Santé TV. C'est un sujet complexe et je vous propose que pour en parler, nous allions directement à Nancy avec vous, Jean-Christophe Calvot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du département territorial de la transformation numérique et de l'ingénierie biomédicale du CHRU de Nancy. Et puis également avec vous, Cécile Naud, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable national de marché des services managés de l'entreprise Dedalus. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que sont les services managés. C'est ça. Mais avant cela, j'aimerais que justement qu'on comprenne le contexte du CHRU de Nancy. En introduction, j'ai évoqué un fourmillement d'informations qui circulent dans un hôpital via différents dispositifs. Est-ce que j'ai exagéré en parlant de cette multitude ? Alors, vous n'avez pas du tout exagéré, puisqu'effectivement, la donnée, elle est présente en énorme quantité dans un hôpital et elle est cruciale pour la bonne prise en charge du patient. Donc elle est même vitale. Sans la donnée, on ne pourrait pas faire grand-chose. Et c'est pour la raison pour laquelle, au niveau du CHRU de Nancy, on a fait le choix, il y a 2 ans maintenant, de réunir, en fait, de fusionner tout ce qui était biomédical, donc c'est les matériels type scanner, réanimateur, enfin respirateur dont on parle beaucoup en ce moment, oui, et de fusionner ce secteur avec l'informatique pour justement capitaliser sur la donnée et la mettre au centre du dispositif et la relier au dossier patient pour qu'on puisse finalement réunir ce fourmillement de données qui est présent un peu partout et la mettre au niveau du dossier patient et que les professionnels puissent y accéder. Donc c'est vital et c'est important. Ce dossier patient informatisé, vous y travaillez depuis longtemps, je crois. C'est quoi justement, quel recul vous avez sur cette stratégie de convergence ? On a débuté le déploiement du dossier patient il y a environ 8 ans au niveau de l'établissement. Donc d'autres établissements ont débuté bien avant nous et on a fait ce choix d'accélérer fortement et pour rattraper notre retard parce que le dossier patient est extrêmement important puisque c'est le seul endroit qui permet de réunir l'information qui auparavant était présente dans des dossiers papier, qui restait dans des secteurs, dans un service qui ne circulait pas spécialement avec le patient. Donc on a fait ce choix de déploiement de dossier patient et de s'organiser, ça c'est vraiment important, de pouvoir s'organiser pour avoir des équipes qui soient efficaces et qui puissent accompagner ce déploiement. Et dans les équipes qu'on a au niveau de l'établissement, on a environ une trentaine de personnes qui sont, c'est quand même assez important, qu'on dit que c'est des équipes pluriprofessionnelles qui accompagnent ce dossier patient parce qu'on va retrouver à la fois des soignants, à la fois des informaticiens, à la fois des secrétaires, on a des médecins, on a des biologistes, pour pouvoir couvrir finalement l'ensemble du spectre d'un dossier patient qui est extrêmement large, puisqu'on va jusqu'à la description de l'acte d'antécédent d'un patient, jusqu'à la prescription de médicaments, de la prescription d'actes simples, comme le fait de retourner le patient de manière régulière. Et finalement, on a besoin de toutes les compétences pour pouvoir déployer un dossier patient, et c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Il y a maintenant 8 ans de déploiement, et il y a 5 ans, de se réorganiser. C'était un premier volet de réorganisation, de se réorganiser pour pouvoir mieux accompagner le déploiement et pouvoir proposer un service plus efficace pour nos professionnels. Alors, j'entends toute la transversalité de la démarche et très concrètement, comment vous vous êtes organisé pour piloter la gouvernance finalement de ce projet, cette stratégie tout simplement ? Auparavant, on était sur des équipes qui étaient trop sectorisées. On avait, est-ce qu'on pouvait parler de silos ? Quasiment. C'est-à-dire qu'on avait les référents métiers qui étaient pilotés par une cadre et qui, quelque part, manquaient de connexion avec la partie informatique. On avait des équipes informatiques qui étaient plutôt sur la gestion des incidents techniques et qui avaient du mal à accéder finalement à cette connaissance métier nécessaire pour mieux comprendre les incidents et les traiter. On avait le corps médical qui était aussi un peu séparé. Donc on a fait déjà une chose très simple il y a 4 ans, même 4 ans et demi, c'est de réunir tout le monde sur le même lieu. Donc on était sur des lieux différents, on a réuni ces 30 personnes sur le même lieu
Et on a déployé un management visuel, c'est un terme dans la santé qui est un peu un gros mot, le lean management, mais ce n'en est pas un. À la base, c'est uniquement un moyen de communication et d'échange régulier entre professionnels. Donc on a juste réuni sur un même lieu, on a mis un espace d'échange pour mettre en place ce qu'on appelle des rituels. Donc tous les matins, ils se réunissent, ils voient les indicateurs de la veille, ils voient s'il y a des difficultés, les partagent, et avec différents professionnels qui peuvent s'entraider entre eux. Donc on a vraiment fait ce gros volet qu'on a appelé l'amélioration continue, démarche dans laquelle on est toujours dans cette démarche d'amélioration continue, puisqu'elle est permanente, pour justement pouvoir définir un niveau de service que l'on souhaite atteindre, qui était principalement la bonne maîtrise des incidents, s'assurer qu'une demande de service ou un incident ne traîne pas pendant des mois, voire des années, et qu'il ne soit jamais traité, et du coup potentiellement n'ait même plus de sens, parce qu'il y a peut-être une montée de version finalement qui a résolu cet incident. Donc on avait perdu cette connaissance, et donc là on a structuré des équipes autour du dossier patient central, donc le patient DXCare, mais autour aussi de l'ensemble des logiciels qui gravitent autour du patient. Donc on n'a pas que le dossier patient informatisé, on a réuni aussi sur ce plateau et avec ces 30 personnes, tous les logiciels liés à la gestion du médicament, tous les logiciels liés à la gestion de l'imagerie, de la biologie, des outils de spécialité comme la médecine du travail. Donc finalement, voilà, ce sorte d'organisation s'est réunie pour pouvoir avoir aussi des doubles, triples compétences et pour pouvoir se backuper entre eux. Donc on a fait tout ce volet qui, à mon sens, était primordial pour pouvoir afficher un niveau de service qui soit explicable auprès de nos professionnels. Alors ça, c'était une démarche depuis 10 ans à l'échelle du CHRU, et puis plus récemment, la loi a changé, et on a les groupements hospitaliers de territoire. Donc le CHRU fait partie d'un GHT, aujourd'hui c'est 11 établissements. Est-ce que ça a ajouté une brique à cette complexité que vous avez décrite ? Il y a eu deux événements en fait, concomitants. Il y a eu la loi de 2016, donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été recruté au niveau du CHRU pour pouvoir déployer le système d'information convergent. On a pris l'optique d'appliquer stricto sensus les recommandations de la DGOS, qui sont une application par domaine fonctionnel, et donc ça veut dire un dossier patient unique à l'échelle de notre GHT. Donc on avait cette nécessité de déployer et d'accompagner le dossier patient autour des établissements, et il se trouve qu'on avait également en parallèle une réorganisation de nos secteurs de laboratoire pour avoir en fait une biologie unique dans un nouveau bâtiment qui soit totalement automatisé, et donc on avait cette obligation aussi de déployer ce qu'on appelle la prescription connectée, où je donne l'ordre arrive sur les automates et automatiquement les échantillons sont pris et sont traités. Donc on avait ces deux chantiers, donc il était vraiment important d'avoir une base solide qui nous permette d'absorber ces chantiers-là. Puisque pour le GHT, il n'y a pas eu de renfort d'effectifs, on n'a pas créé de poste. C'est effectif constant qu'il a fallu prendre en charge cette montée en puissance. Exactement, et on est passé d'un établissement à 11 établissements, et donc le seul moyen de se dégager du temps, c'était bien de se réorganiser, de mutualiser des efforts pour pouvoir absorber ces tâches et absorber ces chantiers. Et on avait aussi ce moment qui était très, très valorisant pour les agents, puisqu'ils se retrouvaient finalement au plus proche des métiers avec la prescription connectée. Et c'était aussi notre volonté, c'était de repositionner toute cette équipe, informaticiens compris, pour être vraiment au plus proche des métiers, mieux le comprendre, et du coup avoir une réactivité plus adaptée par rapport aux difficultés qu'il pouvait y avoir. Donc pour prendre en charge et accompagner ce changement d'échelle, vous avez pris le parti de travailler sur ce qu'on appelle des services managés. Alors Cécile No, j'ai envie que vous puissiez nous expliquer justement qu'est-ce qu'on entend par service managé. Alors les services managés, en fait, ce sont toutes les prestations de services qui vont entourer la maintenance des logiciels, la gestion des incidents, la gestion des problèmes, éventuellement la supervision et l'infogérance des infrastructures, et aussi le maintien en compétence du personnel. Enfin, c'est un large panel en fait, de prestations qu'on va proposer à nos clients pour les aider à utiliser nos solutions. Et dans ce cadre-là,
le DPI. En fait. Alors je vous propose qu'on regarde une image qui est un peu un schéma qui présente les différents volets des services managés. Donc on voit ce qui est en bleu et puis en vert. Donc la partie bleue, c'est tout ce qui va être service managé. C'est ce qu'on va appeler les services managés. Et en vert, on va dire, c'est notre contrat standard de maintenance dans lequel on va s'engager à fournir des mises à jour et réglementaires et de nos logiciels. Voilà. Et l'accompagnement en termes de services managés, c'est à la fois la maintenance du matériel, mais aussi des procédures de comment on l'utilise. Donc, ce qu'on va appeler l'infogérance logicielle, en fait, c'est vraiment accompagner nos clients dans la gestion des incidents, donc les aider à prendre en charge les incidents qui sont dus à notre logiciel dans leur organisation. En fait. Donc Jean-Christophe en parlait tout à l'heure, des incidents qui peuvent survenir, les comprendre pour pouvoir apporter des réponses. Donc finalement, aujourd'hui, l'équipe des systèmes d'information intégrée dans cette gouvernance pluriprofessionnelle, comme vous l'avez décrit, vu que Dedalus assure ses missions d'accompagnement en termes de services managés, qui fait quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est dans la phase de préparation. C'est-à-dire qu'on a travaillé pendant quasiment 1 année et demie sur justement la définition de ce service managé, une compréhension mutuelle de ce qu'était un incident, donc une définition de la typologie de l'incident avec un niveau de sévérité en fonction des incidents, la réactivité attendue, donc un incident bloquant doit être traité au bout de 2 heures ou alors une solution de contournement doit être apportée. Donc on a travaillé vraiment sur cette définition-là. Pour définir tous les contours, en fait, c'est de la dentelle, ce travail de définition. C'est de la dentelle et puis de la compréhension mutuelle, aussi de la niveau d'importance. Pour nous, c'était vraiment important que Dedalus intègre complètement la criticité de notre métier et le fait que finalement un incident technique, qui pourrait être vu juste comme un simple bug informatique, peut faire peser un danger assez fort sur un patient. Donc il y avait ce travail vraiment de compréhension mutuelle et puis après de définition aussi du mode de fonctionnement, donc justement de qui va faire quoi. Donc auparavant on était plutôt sur la prise en charge des incidents de ce qu'on appelle niveau 1 au niveau d'un centre d'appel, qui qualifiait l'incident, qui allait ensuite le transférer à des équipes au niveau de l'établissement qui étaient sur des incidents niveau 2, où là on avait une expertise plus forte, et s'il ne pouvait être traité à ce niveau-là, c'était une ouverture d'un ticket auprès de Dedalus qui à son tour allait prendre en charge l'incident. Donc là, on a retravaillé ce circuit pour voir justement à quel niveau on positionnait cette notion de service managé. Et donc, on a défini que le service niveau 1 restait au niveau du centre d'appel, puisque là, on a une structure finalement qui traite tous les incidents au niveau de l'établissement, qui soit peu importe le logiciel, ça peut être simplement matériel. Donc, c'était important finalement, à notre sens, dans ce premier temps, en tout cas de garder cette structure-là et de positionner Dedalus sur le niveau 2 automatiquement, donc sur l'expertise, pour justement gagner une étape et qu'ils puissent traiter et être beaucoup plus réactifs sur la gestion des incidents. Alors Cécile No, est-ce que ça veut dire que pour Dedalus, vous devez être en capacité pour chaque interlocuteur, de vraiment faire du sur-mesure pour définir justement ce cadre contractuel pour chaque hôpital, en fait. Alors les prestations de service manager en tant que telles, non, ce n'est pas forcément du sur-mesure. Par contre, si on s'engage sur des résultats et qu'on va s'engager sur un périmètre avec un contrat derrière, là oui, effectivement, ce sera du sur-mesure. Et il devient nécessaire pour Dedalus de comprendre comment fonctionne l'hôpital et qui travaille déjà aussi dans l'hôpital, quels sont les interlocuteurs. Quels sont les antécédents aussi en termes de solutions. Exactement, où sont déployées nos solutions, comment elles sont utilisées, parce que suivant les hôpitaux, elles ne sont pas toujours utilisées de la même façon. Et aussi les interlocuteurs, dans le service du système d'information, tout le monde n'a pas la même façon de fonctionner. Et donc c'est aussi important, si on s'intègre et qu'on prend des responsabilités au sein de cette organisation, de bien comprendre comment elle fonctionne. En fait. Donc ça, c'est nécessaire de bien le faire avant la mise en place. Donc c'est un temps de dialogue imprescriptible. Alors pas forcément de 18 mois évidemment, mais il est nécessaire d'avoir quelques mois d'ajustement pour pouvoir bien mettre en place une façon de fonctionner commune. Alors vous avez utilisé une expression s'engager sur des résultats. Lorsque vous êtes opérateur en service managé, on parle d'obligation de moyens ou de résultats justement ? On peut parler des deux, donc c'est-à-dire que
Quand on va fournir des prestations de services managés, on va fournir du personnel, dans certains cas, qui va être sous la responsabilité de l'hôpital. Donc il y a certains hôpitaux qui vont demander ce type de prestations parce qu'ils ont des problèmes de ressources ou des choses comme ça. Donc ce sont des prestations de services managés standards ou des engagements de résultats. Donc là, on va réfléchir comme avec le CHU de Nancy. On va venir réfléchir à des engagements de résultats, c'est-à-dire à des indicateurs et à des indicateurs de performance qui vont prouver que le service qu'on rend est conforme à leurs attentes. Et donc là, on parlera plus d'infogérance dans ce cas-là. Bon, enfin, c'est un terme, c'est juste pour expliquer un petit peu la différence, mais où là, on prend vraiment des responsabilités et on doit rendre des comptes. Voilà. Alors, pour rendre des comptes, il faut pouvoir mesurer l'atteinte de résultats. Comment, là aussi, vous avez identifié des indicateurs et forcément la façon de les mesurer? Parce qu'un indicateur sans avoir la donnée, là encore, on revient dans la donnée pour mesurer l'atteinte, c'est un binôme qu'on ne peut briser. Ce temps qu'on a pris, effectivement, nous a permis sur l'année et demie de définir les indicateurs que nous, on estimait nécessaires pour mesurer une bonne qualité de service. Donc, et des indicateurs qui soient engageants. Donc on a vraiment travaillé sur des indicateurs du type performance, temps d'affichage d'une application avec un délai attendu sur l'affichage d'un écran, des indicateurs plus qualité sur une diminution du nombre d'incidents, donc qu'on a quantifié en ayant sur la première année, on attend 2% de diminution de l'ensemble des incidents qui vont être générés, donc pour pouvoir mesurer justement l'impact de services managés auprès de nos services, puisque ça c'est quelque chose sur lequel c'est vraiment important. Moi je souhaite qu'on communique auprès des services pour leur rendre ce service et leur expliquer qu'il y a une amélioration basée sur des indicateurs. On a travaillé également sur la notion d'enquête de satisfaction, de pouvoir mesurer plusieurs fois dans l'année. Donc on n'est pas que dans le quantitatif, il y a aussi le qualitatif. On est aussi sur le ressenti, ce qui est vraiment... Moi j'avais 2 enjeux vis-à-vis de ça, vraiment de service manager. C'était avoir un meilleur niveau de service, ça c'était donc une application plus fiable, plus stable, et que les gens puissent le mesurer, puisqu'on est toujours dans du ressenti, donc on peut mettre finalement tous les efforts possibles et imaginables. Si à la fin l'utilisateur ne voit pas de différence, pour lui rien n'est fait. Donc c'était vraiment mon premier enjeu, de pouvoir avoir cette différence visible et de pouvoir la mesurer et de se baser vraiment sur des éléments concrets. Donc l'exemple de l'enquête de satisfaction, c'est de voir qu'on va avoir une amélioration dans le niveau de satisfaction de l'utilisation. Donc on a vraiment travaillé à la fois sur la performance, à la fois sur de la qualité et à la fois aussi sur de la satisfaction et de la mesure d'impact. Alors Cécile No, ça peut paraître étonnant parce que lorsque l'on s'engage sur des résultats, il faut les atteindre. Alors du quantitatif, de la performance, de la qualité, on va dire c'est assez facile à mesurer. Par contre, le qualitatif, la perception des utilisateurs, c'est plus complexe. Alors évidemment, on va partir sur des différences, pas sur une évolution. C'est-à-dire qu'on va s'engager dans une amélioration, finalement. C'est la notion d'amélioration continue. Donc on va pas s'engager sur des chiffres, des taux de satisfaction, mais vraiment sur une démarche, sur une évolution et sur le fait que la perception s'améliore, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'accompagner l'établissement, le GHT, dans sa démarche d'amélioration continue. Donc c'est là-dessus, on a réfléchi aux indicateurs dans cette démarche-là, en fait. Qu'on puisse aussi, nous, comprendre, c'est aussi important en tant que Dédalus, de comprendre aussi comment est utilisé nos logiciels et comment ils sont perçus. Oui, parce que justement, la satisfaction, ça permet peut-être d'identifier des soucis ergonomiques des outils. Peut-être qu'un problème d'utilisation, je suis, je ne sais pas, infirmière ou chirurgienne et il y a une information que je n'arrive pas à utiliser ou je fais toujours la même erreur, c'est peut-être parce que ce n'est pas assez intuitif et vous êtes en capacité, là aussi, de réagir, d'être agile. Alors, évidemment, ce type de contrat va nous permettre ça, en fait, de se rapprocher un petit peu plus de nos utilisateurs, puisqu'avant, finalement, comme on n'intervenait qu'en niveau 3, parfois on était peut-être un peu éloigné, ou alors, voilà, donc on avait peut-être... ça rapproche la distance, voilà, c'était ça. Le problème était traduit. Là, on espère avoir l'opportunité de se rapprocher de nos utilisateurs et de pouvoir apporter un certain nombre de réponses effectivement plus adapté dans le développement lui-même de l'outil. Ouais.
À l'échelle du GHT, est-ce que c'est particulièrement complexe tout ce travail de préparation, d'engagement autour de ce type de contrat de service managé? Quels défis vous avez dû relever avec l'ensemble des parties prenantes? À l'échelle du GHT, en fait, au travers de la réorganisation que j'avais expliquée avant, on s'était organisé pour avoir une structure qui soit en capacité d'absorber la charge du GHT établissement par établissement, puisqu'on est sur un déploiement établissement par établissement. Donc on avait déjà posé ce socle-là, qui était prêt, moyennant la disponibilité. Donc l'enjeu pour nous, ça c'était le deuxième enjeu, c'était d'arriver à dégager du temps à mes équipes. Et ce contrat avec Dedalus et l'opportunité de travailler dans ce mode-là, c'est le deuxième enjeu. Le premier étant la satisfaction de l'utilisateur et la mesure de l'impact. Le deuxième étant se dégager du temps pour être finalement dans les services, d'être dans les établissements pour pouvoir déployer le dossier patient convergent. Donc finalement, ça n'a pas été une difficulté. Alors on est au début de l'histoire puisqu'on est en train de travailler, le contrat a été signé fin d'année dernière et on est dans une phase qu'on appelle la partie build, donc de construction du dispositif qui doit démarrer d'ici 2 mois. Donc ça n'a pas été une difficulté parce que l'ossature, elle était déjà présente sur notre établissement et que finalement, on est venu enrichir le dispositif avec un nouveau type de service sur lequel on va pouvoir capitaliser et qui, pour moi, va dégager du temps à mes équipes pour être vraiment sur le déploiement, sur l'animation d'ateliers avec les métiers. Parce que la convergence du dossier patient, c'est avant tout une harmonisation des pratiques. Mais oui. Et ça, c'est même la plus grande difficulté quelque part, et pas logicielle. Chaque établissement, finalement, a des pratiques différentes. Je citais l'exemple, certains établissements vont prescrire en grammes de médicaments, d'autres vont prescrire plutôt en gélules. Donc il a fallu harmoniser ces pratiques et on continue à le faire pour que finalement ça rentre dans ce logiciel convergent et pour pouvoir le faire fonctionner. Donc c'est ce temps-là dont on a besoin, c'est ce temps-là dont j'avais besoin et donc le service manager, l'espoir c'est celui-là, c'est que du coup il libère ce temps pour que mes professionnels finalement oublient un peu leur casquette technique et soient plus avec une coloration métier. Ouais. Cette harmonisation des pratiques, c'est intéressant l'exemple que vous avez pris parce que ça permet de montrer que finalement, on pourrait parler des services managés uniquement sous un angle système d'information, logiciel, tout ce qui se passe en back-office et qu'on ne voit pas. Mais finalement, ça revient à du très concret et qui aussi remet l'humain et le patient dans ce tour de table. Ça repositionne vraiment chacun à sa place. Clairement, l'outil, il est là uniquement pour apporter quelque chose, pour apporter un service, et c'est bien pour pouvoir soigner et prendre en charge l'humain. Et l'outil, c'est très frustrant pour des informaticiens, parce que quand il marche bien, c'est normal, c'est un acquis, alors que c'est un gros travail pour le faire fonctionner en permanence. Vous avez parlé de myriades d'informations, c'est des milliers d'utilisateurs connectés au même moment, c'est des flux, l'interopérabilité quand même assez importante aussi. Donc par contre, quand ça dysfonctionne, c'est hyper impactant et c'est complètement justifié parce que ça met en difficulté les professionnels. Donc clairement, c'est être au plus proche des professionnels, bien comprendre leurs pratiques, et ça aussi c'est quelque chose que Dedalus a exprimé et qu'on attend de leur part, effectivement, de leur permettre de mieux comprendre finalement le fonctionnement, l'utilisation de leur outil, pour après en avoir une meilleure adaptation ou une meilleure évolution. C'est également une de nos attentes. Alors ce contrat d'engagement, là il vient d'être signé. Il est signé sur un pas de temps de combien de temps pour un peu justement intégrer cette logique d'amélioration continue? On a signé un contrat sur 5 ans avec des possibilités, si on n'atteint pas les objectifs, en fait, de le rediscuter finalement. Et la mise en place du contrat, elle dure donc 3 mois de phase de build, et ensuite il y a ce qu'on appelle un run probatoire dans lequel on va venir constater que tout fonctionne bien et s'ajuster. Et 2 mois après, on est en phase de run définitif, donc c'est-à-dire que là, on consolide. Voilà, tout fonctionne, et à ce moment-là, on vient appliquer les pénalités, appliquer le contrat. Voilà, le contrat tel qu'il a été discuté. Alors maintenant que vous allez rentrer dans la phase de mise en œuvre de ce contrat, je prends le pari que tout va bien se passer. Vous allez pouvoir, Jean-Christophe Calvo, vous projeter sur d'autres enjeux qui sont le quotidien de votre métier. Quelles vont être les priorités des mois, des années à venir pour vous ?
Ce qui est important, effectivement, on va rentrer dans la phase de run qui a été expliquée juste avant. Donc nous, on a bien un certain niveau d'exigence qui a été complètement compris et intégré par rapport à ces indicateurs dont on a parlé. Mais on a aussi bâti, l'objectif c'est de bâtir vraiment un partenariat fort pour finalement ne fonctionner que comme une équipe unique. Et je trouve l'exemple le plus parlant, c'est qu'effectivement, il y a des pénalités si ces indicateurs ne sont pas tenus, ou la possibilité de rediscuter le contrat si on voit que finalement l'impact n'est pas au rendez-vous. Mais il y a aussi une notion de bonus. Et ça, c'est important. On est sur une notion de bonus-malus, qui est que finalement la satisfaction ou la qualité est au-delà de ce qui était attendu, et que ça donne lieu à une rémunération supplémentaire de notre partenaire. Donc c'est vraiment pour moi le point important pour que ça marche, et j'en suis convaincu que ça va marcher. Il faut que ça soit bien une vision d'une équipe finalement unique, et pas une équipe relation client-fournisseur. Fournisseur-client. Il faut casser effectivement cette idée-là, parce que sinon vous arriverez sur une rupture de dialogue par moment qui ne sera pas du tout productif. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Et la suite, donc on est sur cette période probatoire qui va nous amener jusqu'au mois de septembre à peu près, pour pouvoir juger et puis faire des ajustements. Donc on n'est pas, une fois qu'on a préparé, ça doit marcher tout de suite. Forcément, il y a un niveau de réglage, les indicateurs ils sont là, le niveau est là, mais il y a un niveau de compréhension aussi de notre côté, que les choses ne vont pas se faire non plus en une minute, et on s'est fixé un temps limité jusqu'au mois de septembre de cette année, pour après rentrer vraiment dans le mode plus contractuel. Une fois que ça sera fait, on va rentrer dans la phase d'accélération du déploiement du dossier patient sur notre GHT, où on a déjà déployé en fait 2 établissements. On est en train de travailler depuis l'année dernière sur le déploiement des 3 prochains. L'objectif, c'est de les avoir déployés pour la fin de l'année, et qu'après, il ne nous reste plus que 2 autres établissements, puisque sur les 11, 2 sont des établissements de psychiatrie qui gardent leur dossier patient. Donc finalement, vous voyez que l'échéance, elle est vraiment très très court terme, et que ce fait de dégager ce temps et cette énergie, il doit s'appliquer maintenant pour pouvoir finaliser le dossier patient, parce que le GHT, ce n'est pas uniquement le dossier patient. Oui. On l'a mis en priorité parce que c'est celui qui a le plus d'impact, parce que pour le parcours patient, pour nos professionnels qui interviennent dans d'autres établissements et qui aujourd'hui ne peuvent pas être satisfaits de finalement avoir différents outils, différents comptes pour se connecter. Donc on a jugé que l'impact le plus important, c'était l'accompagnement de la stratégie médicale. Mais au-delà de ça, après, il y a la stratégie sur les autres applicatifs. Et si on veut vraiment réussir le GHT et mutualiser l'effort, puisque au niveau du CHU, forcément, on a une équipe qui est assez conséquente, mais au niveau des autres établissements, dans certains cas, on a un informaticien pour maintenir à la fois une salle serveur, à la fois un parc informatique, à la fois des logiciels. Donc on croit fortement au niveau de notre GHT Sud-Lorrain sur la mutualisation. Donc l'objectif, c'est, une fois qu'on a fini ce dossier patient, c'est les chantiers suivants de convergence de l'ensemble des applications qui vont nous amener sur un nombre d'années plus important. Mais cette construction qu'on a fait avec Dédalus doit être un exemple pour nous, et j'espère pour d'autres établissements, pour nous permettre justement de dégager ce temps-là que nous n'avons pas, alors qu'il a été défini dans le schéma directeur que nous avons validé sur le GHT, qui avait la nécessité de renforcer les équipes pour construire, pour après, du coup, avoir des équipes ISO-effectives pour maintenir. Mais le temps de construction, tout en maintenant l'existant, est difficilement compatible à ISO-effectif. Donc la seule clé, c'est ce type de dispositif, en tout cas c'est ce qu'on estime, et on jugera à la fin de l'année si nos estimations étaient bonnes ou pas. Alors je vais essayer en quelques mots de synthétiser. Si je dis, pour synthétiser ces enjeux de services managés apportés par Dédalus au GHT, maintenant couvert par le CHU de Nancy, je vais garder les mots gagnant-gagnant, partenariat, amélioration continue, et puis tout ça au service du patient. Du patient, voilà. On est d'accord ? On est complètement d'accord. Très bien. Eh ben, merci à vous deux pour vos éclairages, et nous on se retrouve très vite sur le plateau de Hub Santé TV pour d'autres regards sur l'actualité en santé.